Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Vous n'êtes pas toute seule, vous êtes accompagnée d'Éric Serra qui est psychiatre. Bonjour Éric, merci d'être là. Bonjour. C'est un terme, le pervers narcissique, qui est utilisé depuis finalement assez récemment, 1986. Comment est-ce qu'on peut définir cette pathologie qui est assez complexe, hein? Alors c'est très complexe à définir puisqu'il faut déjà... Enfin voilà, ça fait très peu... Je pense que c'est quelque chose à la mode, on n'arrête pas d'en parler en ce moment. C'est une notion qui existe depuis les années 85-86. C'est un trait de caractère qui fait en sorte que la personne, le pervers narcissique, est centré sur lui, a une surestime de lui. Il s'aime de façon démesurée et il va trouver plaisir à manipuler une personne pour son plaisir. Alors, cela peut concerner des relations amicales, amoureuses, professionnelles. Cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Quand vous dites « il », c'est le pervers de manière générale. Ce n'est pas forcément que masculin, bien évidemment. Il n'y a pas que des hommes qui ont ce trait de caractère. Alors, Éric, au départ, on ne s'en rend pas compte. La personne est plutôt séduisante, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et la relation un peu perverse s'installe au fil du temps. C'est ça. La personne qui est narcissique s'aime beaucoup et renvoie en général une image très positive, très favorable. D'ailleurs, les gens qui sont pervers narcissiques envoient une image très agréable chez tout le monde. Ce qui fait que la personne qui est victime d'un pervers narcissique a parfois beaucoup de mal à faire comprendre aux autres qu'elle est la victime d'un méchant, d'un cruel. C'est pas possible. De quoi tu parles, c'est pas possible qu'il ou elle soit comme ça. C'est incompréhensible au début pour les autres. Et au début, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de temps? Au bout de combien de temps on peut s'en rendre compte? Il n'y a pas de règles, mais les règles dans les choix de nos relations amicales ou amoureuses, on les connaît tous. C'est-à-dire que quand on est avec des gens qui ont tendance à s'aimer un peu trop, à parler tout le temps d'eux, ou à écraser un peu les autres pour prendre la parole, certaines personnes qui sont comme ça ne nous supportent pas. Donc on s'éloigne naturellement de certaines personnes. Et d'autres tombent néanmoins amoureux ou sont soumis à la coupe d'une personne comme ça, quand on est notamment dans des relations hiérarchiques. D'accord, et sans forcément s'en rendre compte. Sans forcément s'en rendre compte. Et puis en fait, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour la victime, la personne qui est sous le contrôle. Et c'est sur ça qu'on va vraiment développer cette chronique, parce qu'une fois qu'on a fait le constat de cette relation-là, du coup, quels sont les effets sur la personne qui subit consciemment ou inconsciemment cette perversion? Ça peut aller Enfin, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la fatigue, ça peut être de la dépression. Tout à l'heure, on en parlait justement, ça peut s'assimiler à un stress post-traumatique, en fait. Et puis, en fait, ce qui est assez perturbant, c'est que c'est une relation qui dure. Entrecoupée de moments où tout va très bien, mais... C'est ça. En fait, c'est un stress permanent. On est en permanence, on peut avoir cette image-là, mis la tête sous l'eau par quelqu'un avec qui on est dans une relation qui est aussi une relation en certains côtés agréable. Et on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à respirer, parce qu'il y a quand même une façon de s'en sortir, mais on ne la trouve pas. Alors que faire? Alors laquelle, justement? C'est quoi la solution? Parce que quand on en résume comme ça, le premier réflexe qui vient, c'est de partir en courant. Eh bien voilà. Eh bien c'est ça la solution. Alors ce qui est terrible, c'est que cette solution-là ne nous est pas tout à fait agréable, parce que c'est s'éloigner de quelqu'un qu'on aime quand même. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que généralement les personnes restent aussi, parce que c'est pas si facile que ça de s'en aller. Tout le monde a envie d'être aimé, en fait, tout simplement. Et là, en fait, on est face à une personne qui nous manipule, mais mine de rien, il nous aime aussi. D'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est... Oui. Enfin voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire sans moi? Enfin voilà, je suis toujours là dans les moments où ça va pas. Je suis là, même si je te mets la tête sous l'eau, je suis là. D'une certaine façon, vous aviez l'air d'en douter un peu. Qu'il nous aime, c'est-à-dire que c'est un amour qui passe d'abord par la considération que j'ai de moi-même. C'est-à-dire que je suis prêt à tout pour attirer le regard des autres, l'amour des autres. Et donc, finalement, je n'aime pas vraiment les autres. Alors, avant d'aller voir Anne-Sophie, qui a reçu pas mal de témoignages, la seule solution, c'est donc la fuite? Ou est-ce qu'il y a une possibilité que la personne qui est en cause puisse, elle, prendre conscience de son mal et de se guérir? On en parlait tout à l'heure. Un narcissique qui s'améliorerait ne serait pas tout à fait dans la définition qu'on vient de présenter. Nous sommes tous un peu narcissiques. Et si on s'aime trop et qu'on a l'impression qu'on fait souffrir l'autre parce qu'on s'aime trop ou qu'on ne prend pas assez l'autre en considération, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment un pervers narcissique. On est capable de souffrir. Voilà, on est normalement... Il n'y a pas le côté « je te fais mal ». Exactement.
On va aller voir quelques témoignages, vous allez sûrement réagir parce que cette chronique sur Internet, Anne-Sophie, a beaucoup fait réagir les gens. J'imagine que vous avez reçu pas mal de témoignages. On ne va pas pouvoir tous les donner, mais au moins essayer d'avoir quelques petits extraits. Non, je vais essayer de les résumer. En effet, Thibault, on a reçu plusieurs témoignages, hein, notamment celui de Céline qui a vécu quelques mois aux côtés d'un pervers narcissique. Elle dit hein, « Il m'a menti, trompé bon nombre de fois, jamais il n'a assumé, hein, c'était toujours de sa faute à elle. Elle a eu la force de le quitter, de le mettre dehors un jour, en pleine nuit, mais après, eh bien, elle a sombré dans une dépression et aujourd'hui, 2 ans après leur séparation, elle est toujours en thérapie et sous antidépresseurs, mais elle est fière de ce qu'elle a réussi à faire. Mélanie, elle, a tenu 17 ans de mariage, 17 ans pendant lesquels elle s'est endormie. C'est ce qu'elle a pour habitude de dire avant de partir définitivement. Aujourd'hui, elle a encore de grosses conséquences sur sa santé, hein, beaucoup de tensions dans le dos et les cervicales, entre autres. Elle dit « Je suis bien entourée, un super kiné, une psy. » Et sa psy lui a dit que la violence du pervers narcissique est assimilable à un choc post-traumatique comparable à celui vécu par des victimes d'attentats. Sa réflexion l'a vraiment marquée, Mélanie. Incroyable. Elle ne pensait pas être aussi abîmée de ce vécu. Merci beaucoup Anne-Sophie, c'est incroyable la force de ces témoignages. On ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur de la puissance, hein, justement de ce que ces personnes-là ont vécu ou vivent encore Tout à fait. En ce moment. D'où l'importance quand même de la prise en charge psychologique de la victime. Et puis l'entourage, c'est aussi important parce que c'est vrai qu'il faut ressortir, une fois qu'on est sorti de cette relation, il faut essayer d'éviter l'isolement, de voir sa famille, de voir ses amis, d'avoir une activité professionnelle, de ressortir de cette dépendance amoureuse. Quel est le rôle des amis et de l'entourage dans ces cas-là, Eric? Si nous-mêmes avons conscience qu'une personne dans notre entourage est victime d'un ou d'une perverse narcissique, qu'est-ce qu'on peut faire à part constater et dire Eh bien c'est ça, c'est qu'on a le rôle habituel des gens qui aiment quelqu'un, c'est qu'on cherche à protéger les gens que l'on aime en leur disant avec tact, parce que c'est pas facile à entendre au début, que si il ou elle te fait souffrir, il faut peut-être que tu reconsidères ta relation, il faut peut-être que tu t'éloignes un petit peu, prendre un temps de réflexion. C'est un risque aussi, parce que du coup on peut être tenu un peu pour responsable d'une rupture qui n'est pas forcément la solution non plus. On entend, ce sont quand même des ruptures amoureuses, même si les 2 témoignages sont tragiques, ce sont des témoignages qui s'accompagnent quand même d'un message d'espoir. Les gens, les dames en l'occurrence, se sont quand même améliorées doucement, mais ça n'a pas été si facile que ça a pris du temps. L'une d'entre elles a eu une dépression ou une peine amoureuse. Très rapidement, on va terminer avec la prise en charge et les associations. Il y en a de plus en plus aussi. Céline, c'est peut-être un moyen de s'en sortir et d'être écouté? Alors, c'est vrai que sur Internet, on trouve de plus en plus d'associations. Je ne sais plus si j'avais cité ou pas des noms. Non. Bon, je mettrai le lien sur le truc. Et voilà. Le lien sur le truc? Non. Très bien. Ça y est, c'est bon. Messieurs, dames, restez avec nous. Céline mettra le lien sur le truc. Si vous savez ce qu'est le truc, n'hésitez pas à nous le dire. Sur le site. À y aller. Merci beaucoup Céline, merci Eric d'être venu sur ce plateau nous éclairer sur ce mal assez complexe qu'est le pervers narcissique.